Femme. 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 Une femme. Femme. Parce que non, le 8 mars, ce n'est pas la journée de la femme, mais bien la journée internationale des droits des femmes. Cette émission rassemble plusieurs femmes d'âge et d'horizons différentes venues célébrer la femme, avec un S. Et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Westrack Radio pour cette émission spéciale Femmes avec un S à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes ce 8 mars. C'est Lucie avec vous aujourd'hui et pour la 3e année consécutive, j'ai eu envie que l'on parle de meufs, que l'on leur donne la parole aussi, avec cette année un fil conducteur autour de l'art via le prisme de la littérature et des œuvres plastiques, mais aussi des innovations de femmes à travers le monde. Ce soir, nous parlerons des femmes sans qui notre quotidien pourrait être beaucoup plus compliqué parce que leurs inventions font partie de notre vie. On va aussi accueillir au micro Juliette Auguel, artiste plasticienne, et Constance Guéry qui sort un livre sur ses cicatrices et les silences. Et puis comme chaque année avec cette émission, elle sera ponctuée de la playlist féminine uniquement de notre radio. J'espère que cette émission va vous toucher autant que nous et surtout que vous apprendrez quelques trucs. Autour du micro se trouvent Margot, Mani et Léo pour m'accompagner. Comment ça va ce soir ? Salut tout le monde, ça va bien et toi ? Ça va, merci. Mani, en forme ? Ouais, en forme. Vous allez pouvoir m'aider donc dans cette émission puisque c'est vous qui avez accueilli ces invités et puis qui avez été faire des petits reportages. On va en parler tout au long de l'émission. Et puis parce que Léo, tu es le seul mec aujourd'hui dans cette émission, on va être galante. On va te laisser la place, on te laisse l'honneur. On commence tout de suite avec Juliette Auguel. Moi, j'aimerais que tu nous en parles un petit peu avant qu'on puisse l'accueillir. Ouais. Qui est Juliette ? Alors, Juliette Auguel, c'est une artiste de l'ESADAR qui fait sa 5e année là, à l'ESADAR. Donc, c'est une artiste qui s'est fait connaître surtout grâce à un été au Havre l'année dernière, parce qu'elle a pu exposer une de ses œuvres en centre-ville, à la gare et surtout des rues piétonnes, où en fait elle a fait des panneaux de rue avec des noms de femmes peu connues. Et ça a permis vraiment de faire connaître beaucoup plus de noms de femmes qui ont créé des innovations. Allez, on écoute cette interview. Bonjour à tous chers auditeurs, bienvenue pour cette interview qui sera consacrée à Juliette Auguel, une artiste de l'ESADAR au Havre. Bonjour. Bonjour. Alors quelques petites infos sur Juliette Auguel. C'est une artiste havraise qui fait ses études à l'ESADAR. Elle s'est fait notamment connaître du public grâce à une de ses œuvres qu'elle a pu exposer pendant un été au Havre l'année dernière, Les Disparus, qui étaient des panneaux de rue rouge-vermillon avec des noms de femmes peu connues et qui ont été installées dans les rues piétonnes. Est-ce que ça fait longtemps que vous faites des études d'art ? Là, je suis en 5e année, donc normalement la dernière. Donc ouais, ça fait un petit moment, mais ça va. Est-ce que vous êtes passionnée depuis toute petite d'art ? Oui, je pense. Je me suis toujours intéressée, ça a commencé avec l'illustration et avec la danse. Je fais de la danse depuis toute petite. Et oui, l'illustration aussi. Et mes parents m'emmenaient souvent dans des musées. Donc oui, ça fait longtemps que je suis passionnée. Et comment ça se passe dans la sélection des artistes de l'ESADAR pour un été au Havre ? Alors, on a eu plusieurs rendez-vous qui se passaient à l'école, du coup, à l'ESADAR. On en a eu 3 en tout, je crois. Le premier, il nous expliquait simplement ce qu'il attendait de nous. Donc, quand je dis « il », c'est Gaël Charbot, le directeur artistique. Ensuite, on lui a présenté nos ébauches d'idées. Il a du coup donné des retours positifs ou négatifs, comment s'améliorer, ce qui était faisable, pas faisable. C'était surtout, oui, des retours sur la faisabilité, plutôt qu'autre chose. Et ensuite, on a eu un dernier rendez-vous, pareil, où il redonnait des retours sur la faisabilité. Et ensuite, on a envoyé nos projets en PDF, un espèce de diaporama où on expliquait nos idées. Et c'est là qu'il a fait sa sélection. Et on a eu nos derniers, les retours finaux, là où il a dit qui était pris. Ça, c'était en audio, puisqu'il ne pouvait pas se déplacer, il est assez occupé, donc c'est assez logique. Voilà. Et comment vous avez eu l'idée pour votre œuvre Les Disparus de faire des panneaux de rue ? Déjà, j'ai commencé forcément quand j'ai su qu'on pouvait faire un projet pour un été au Havre, par faire des recherches sur la ville. Donc j'ai vu que les noms de rue étaient assez inéquitablement répartis.
Donc ça m'a pas mal interrogée. À la base, je voulais faire simplement des plaques de rue. Et j'ai trouvé ça trop littéral, donc je suis partie plutôt sur les panneaux de direction, qui sont une manière un peu détournée de montrer le problème, un peu moins direct, oui, c'est ça. En fait, quand on voit ces panneaux de direction, on peut s'attendre à ce que ces rues, elles existent réellement, si on cherche un peu. Sauf qu'en fait, non, on peut chercher autant qu'on voudra, on ne les trouvera pas. Et je trouvais ça plus marrant de montrer comme ça, de suggérer le problème plutôt que de le montrer réellement. Et ça a pris combien de temps pour créer tous les panneaux ? Alors ça, c'est pas moi qui me suis occupée de la production. Moi, je me suis surtout occupée de... Mon travail, ça a surtout été un travail de recherche. Recherche sur les femmes, recherche sur les lieux, recherche sur la forme, recherche sur tout ça. Et les panneaux, du coup, ils ont été conçus par l'école de production Havraise. C'est une école qui s'occupe de la réinsertion. Enfin, c'est pas vraiment de la réinsertion, c'est un peu l'école de la dernière chance. C'est une école de chaudronnerie et en fait, oui, ils vivent grâce aux commandes, donc c'était important pour moi de les faire vivre avec cette commande-là. Je ne sais pas exactement combien de temps ça a pris, du coup, vu que c'est pas moi qui ai géré ça. En 2-3 mois, je pense que c'était fait. Quelles sont vos sources d'inspiration pour la création de cette œuvre et puis même un peu plus en général ? Pour cette œuvre-là, je ne saurais pas dire exactement. En général, je m'intéresse plutôt à des artistes femmes, ce qui est assez logique finalement. Non, pour cette œuvre-là, j'ai pas d'inspiration précise. Ça a plutôt été de la recherche théorique de mon côté, et même pour la forme, je saurais pas vraiment dire. Et vous avez fabriqué combien justement de ces panneaux Alors normalement, il y en a eu 16 dans les rues du Havre, et il y a eu des doublons pour... donc je crois qu'il y a dû en avoir un peu moins de 30, il y a dû en avoir 27, quelque chose comme ça, de fabriqués en tout. Et comment vous avez trouvé tous ces noms de femmes Alors... J'ai fait beaucoup de recherches du coup sur... Il y a une émission sur Arte, je crois que c'est Chercher la femme, qui m'a inspiré pas mal de ces femmes. J'avais aussi un espèce de petit calendrier où on tourne les pages, là, je sais pas si vous voyez, avec du coup 365 femmes importantes. Donc j'ai fait mes recherches dans tout ça, dans des livres aussi, dans différentes choses. Et j'ai été assez exigeante, j'avoue, sur les femmes que j'ai choisies. Parce que 16 femmes, c'est vrai que c'est beaucoup, 16, mais il n'y a pas eu que 16 femmes importantes dans toute l'histoire. Donc j'ai été un peu sévère dans ma sélection. Donc vous avez fait du tri sur les différentes femmes. Vous avez procédé un peu comment par élimination ? En général, c'est des femmes qui m'ont impressionnée vraiment. Il fallait que quand je lise leur biographie ou quand je regarde des vidéos, que je me dise « Waouh, cette femme-là, vraiment, elle est incroyable, quoi. » Et en général, il y a son travail, sa carrière qui m'a pas mal intéressée. Et en général, il y a aussi un engagement tenu par ces femmes. Par exemple, Junko Tabei, c'est une alpiniste japonaise qui a fait du coup des grands exploits dans sa carrière sportive, mais qui a œuvré pour les femmes, puisqu'elle a fait une association pour que les femmes puissent faire de l'alpinisme, et elle a aussi fait beaucoup de... quand elle partait en expédition, on va dire, elle a organisé pas mal d'expéditions où il ramasser des déchets en fait. Donc en général il y avait cette double demande, on va dire. J'ai essayé qu'elle soit impressionnante d'un point de vue professionnel et aussi dans leurs engagements. Est-ce que vous savez si certaines femmes que vous avez choisies sont toujours en vie à l'heure actuelle ? Alors elles ne sont pas toutes en vie malheureusement. Je pense qu'on a une grosse majorité qui sont mortes d'ailleurs. J'ai essayé de prendre des femmes plus récentes, on va dire, pour faire quelque chose de plus moderne. Parce que c'est vrai que les noms de rue, en fait, donc c'est beaucoup d'hommes, mais c'est aussi très ancien en règle générale. Hein. C'est pas très moderne, disons. Donc j'ai essayé de mettre des femmes à l'honneur plus modernes, plus récentes. Donc il y en a certaines qui sont encore en vie, mais c'est clairement pas la majorité. Ce serait intéressant qu'elles aient vu votre œuvre. Ouais, ça serait intéressant. Malheureusement, j'ai pas eu de retour de la part de celles qui sont encore en vie. Après, elles sont assez peu nombreuses et il me semble qu'elles sont plutôt anglophones, donc c'est encore plus compliqué d'avoir des retours. J'ai essayé un peu de les identifier sur Instagram, mais non, j'ai pas eu de retour. Est-ce que vous avez procédé à un placement spécifique pour les différents noms de femmes exposés dans la ville ou c'était entre guillemets un peu au hasard
les noms de femmes dans telle ou telle rue. Pour les lieux, j'avais pas vraiment de demande particulière. Je voulais que ça soit surtout dans des rues très passantes, des rues plutôt piétonnes, parce que sinon c'est un peu compliqué au niveau de la circulation. En plus, je préférais que ça soit dans des rues piétonnes parce que quand on marche, on a plus le temps de réfléchir. Et c'est des panneaux qui, oui, amènent à la réflexion, alors qu'en voiture, on n'a pas le temps, quoi. Enfin, on passe vite et voilà. Et non, je tenais à ce que du coup, toutes ces femmes, elles soient un peu mélangées, parce qu'elles viennent toutes de domaines différents, de nationalités aussi un peu différentes, même si c'est plutôt des françaises et anglophones. Donc non, en fait, je voulais que ça reste aléatoire, et en fait, j'ai fait en fonction du nombre de caractères qu'il y avait sur les noms, pour que ça soit plus harmonieux au niveau de la typographie, qu'il n'y ait pas trop de différence de taille et tout ça. Donc comme ça permettait de rester très aléatoire. Et est-ce qu'il y a eu un événement dans votre vie qui vous a orienté dans la cause féminine ? Je sais pas. Je sais qu'il y a un moment dans mes études où je me suis dit que je voulais rester plus dans les projets engagés. Je me sentais plus utile là-dedans. Ça a dû arriver en 2e année où j'ai commencé à faire des projets plus engagés. Je me suis rendu compte que oui, c'est ça, c'est vraiment, je me sentais utile et quand je faisais autre chose, j'avais l'impression que ça avait moins de sens et je trouvais ça assez dommage. Donc oui, je me suis orientée assez naturellement vers les causes engagées. Le féminisme fait partie de mes engagements, donc c'est venu naturellement comme ça. Je ne saurais pas dire s'il y a un événement particulier. Est-ce que vous envisagez comme future œuvre, est-ce que ça portera aussi sur une cause féminine ? Alors, j'aimerais bien continuer, oui, effectivement, des œuvres assez féminines ou féministes. Normalement, il y en aura une bientôt, je l'espère. Il y en a une pour 2027, un peu dans la continuité du projet d'Ante Wavre. Pour l'instant, j'en sais pas beaucoup plus, donc je peux pas trop donner de détails. Ce sera aussi pour un Ante Wavre ? Non, ce sera pas pour Ante Wavre, c'est pour une autre ville d'ailleurs, c'est pas pour le Havre. C'est aussi dans l'espace public, si tout va bien. Eh bien, merci d'avoir accepté l'invitation. J'espère qu'on verra d'autres de vos œuvres. Et nous, on se dit à bientôt sur Westrack Radio. Merci à Juliette pour sa présence aujourd'hui dans cette émission. Et pour continuer donc à parler des femmes dans cette émission, Margot va nous proposer tout au long de cette soirée deux focus sur des femmes scientifiques qui ont marqué l'histoire et qui continuent d'inspirer. Margot ? Oui, tout à fait. À la maison de quartier du Ramponneau à Fécamp, vous pouvez aller voir une exposition qui met à l'honneur donc les femmes scientifiques. Et cette expo, elle n'a pas été réalisée par n'importe qui, non. Ce ne sont pas moins de 14 brodeuses qui ont fait parler leurs mains et leurs talents afin de créer 17 portraits remarquables. C'était une initiative portée par l'association Les Cueilleurs d'Histoire. Et donc, en miroir avec cette exposition, j'avais envie de mettre en lumière plusieurs de ces femmes scientifiques hors du commun. Et en premier, je vais vous parler d'Aniodis, ou selon la légende, la première gynécologue. Issue de la haute société athénienne, elle se déguise en homme pour suivre les cours de médecine du célèbre médecin Hérophile. Vers 350 avant Jésus-Christ, elle passe brillamment l'examen pour devenir gynécologue sans révéler qu'elle est une femme, car dans la Grèce antique, les femmes ne peuvent être médecins ni sages-femmes. Bientôt, les patientes affluent à son cabinet, ça réveille des soupçons et les autres médecins sont jaloux et ils font courir le bruit que ce confrère profite de sa situation pour séduire les femmes mariées qu'on voit s'abandonner sans réserve à ses soins. Pour se disculper, Aniodis se voit alors contrainte de révéler son sexe devant les juges de l'Aréopage. C'est la colline d'Arès à Athènes, c'était ce qu'on appelle le Conseil des Anciens. Mais comme jamais rien ne leur convient, les juges l'accusent alors de violer la loi athénienne en pratiquant une branche de la médecine interdite aux femmes. Aniodis risque alors une lourde condamnation. Mais la reconnaissance et l'intérêt personnel poussent les épouses des principaux citoyens à s'unir pour prendre sa défense. Elles défendent notamment le fait que les femmes préfèrent se laisser mourir plutôt que de recourir à un médecin homme. Les magistrats acquittent alors Aniodis et lui permettent de continuer à exercer la médecine, et puis bingo, l'année suivante, une loi autorisant les femmes à étudier et pratiquer la médecine est promulguée. Pour être honnête avec vous, la réalité historique du personnage d'Aniodis est contestée, mais bon, quand même certains considèrent que son existence est vraisemblable. En tout cas, son impact, lui, est bien réel, car la médecin écossaise Sophia Jex-Blake utilisa le parcours d'Aniodis pour démontrer, à la fin du 19e siècle, que la profession médicale est accessible aux femmes. Si vous voulez en apprendre plus d'ailleurs sur Aniodis, Pénélope Bagieux raconte son histoire dans la BD Culottée, sortie en 2016.
Merci Margot. De rien. Et donc on te retrouve tout à l'heure pour une autre femme scientifique, c'est ça dont tu vas nous parler. Léo, toi aussi tu avais une femme inspirante à nous présenter ? Oui, alors ma femme inspirante c'est Alice Guy, qui est une femme talentueuse et indépendante et surtout visionnaire. C'est une figure du cinéma muet à la fin du 19e siècle. Paradoxalement, c'est une as du projecteur et tristement laissée dans l'ombre. Pourtant, son ascension professionnelle est follement admirable pour une femme de cette époque. D'abord recrutée par un certain Léon Gaumont, Alice gravit les échelons petit à petit, passant de simple secrétaire à réalisatrice aux doigts d'or. Dans un monde dopé à la testostérone, elle se fraye un chemin en toute discrétion et rejoint les sommets du succès. Elle se met à fabriquer des histoires fabriquées comme ça et fait son tout premier film, La Fée aux choux. Grâce à cette prouesse technique du 7e art, elle devient la première réalisatrice mondiale. Comme un chef d'orchestre envoûtante, cette avant-gardiste dompte les pellicules avec délicatesse et se forge un avenir piqué d'allégresse avec son tempérament pimenté et permet à Gaumont de se démarquer devant son rival Pathé. Mais au fil des siècles, cette reine des salles obscures est devenue une illustre inconnue. Alors redonnons le blason de celle qui nous a permis de regarder des fictions, inventées et créées par une femme. Et on a tous prévu pour cette émission, tous et toutes, de vous présenter une femme inspirante avec une innovation et enfin un chiffre choc. Léo, de quelle innovation tu voulais nous parler ce soir ? Alors, l'innovation que j'ai trouvée vient de Mirja Telk, qui date de 1947. Elle a inventé l'énergie solaire, donc c'était assez précoce pour l'époque. Donc c'est une chimiste physique, biophysicienne et surnommée The Sun Queen. Maria crée la première maison solaire au monde. Elle invente également le premier générateur thermoélectrique la même année et le premier réfrigérateur thermoélectrique en 1953. Voilà. Rien que ça. Un chiffre choc pour terminer ? Oui. Alors, les violences faites aux femmes touchent une femme sur 3 dans le monde. La violence à l'égard des femmes et des filles touche des femmes de tout âge et de tous les milieux socio-économiques. Le plus souvent, ces violences sont perpétrées par un proche, selon l'ONU. Une femme ou fille sur 8 âgée entre 15 et 49 ans a subi des violences sexuelles et ou physiques de la part d'un partenaire intime au cours de l'année précédente dans le monde. D'autres formes de violences plus discrètes sont tout aussi destructrices. Les violences verbales et psychologiques brisent la confiance en soi. Les violences économiques brisent les femmes de leur autonomie financière et en les empêchant d'accéder aux opportunités d'emploi, les maintenant dans les situations de vulnérabilité et de dépendance. Et on aura l'occasion d'en parler plus en détail avec notre invitée Constance Guéry, qui vient de Fécamp, qui a écrit un livre justement sur les violences et comment est-ce qu'on se reconstruit ensuite, comment est-ce qu'on peut voir ces signes. Ce sera un témoignage très pertinent. Avant ça, peut-être Margot, Mani, une réaction par rapport à ces chiffres ou à cette femme que Léo vient de nous présenter ? Vas-y Mani, Une réaction... justement, je vais en parler un petit peu tout à l'heure. Mon chiffre choc, il se rapproche un petit peu du tien. Donc, c'est aussi l'occasion de rappeler à quel point les femmes ont encore un long chemin à parcourir dans la société. Mon chiffre choc aussi se rapproche assez de cette thématique. Malheureusement, c'était pas... Malheureusement, c'était assez évident en fait que ces chiffres-là ressortent le plus. Et puis, merci de nous avoir fait découvrir. Malheureusement, j'ai oublié le nom de la scientifique, mais voilà, grâce à elle, on a l'énergie solaire, c'est ça. Donc, c'est important, comme tu l'as dit, de remettre sur devant de la scène. Merci. Et oui, il y a beaucoup de femmes qu'on ne soupçonne pas. D'ailleurs, je crois que Mani, tu vas nous parler d'un effet, le Matilda Effect, un peu plus tard. Ce sont ces femmes qui inventent des choses et puis qui se font un petit peu voler leur invention, enfin j'ai envie de dire un petit peu, même beaucoup, par des hommes. Donc on aura l'occasion d'en parler. Restez avec nous sur West Track. On va s'écouter une musique. Alors évidemment,
une femme avant de se retrouver avec notre invitée Constance Guéry qui va nous parler de son livre Les cicatrices invisibles, vivre avec ce que personne ne voit. On écoute donc Stiletta, c'est une remix de Paul Mény par Lily Coy Blondie sur Westrack. Merci d'être avec nous, on se retrouve juste après. Aujourd'hui, en ce 8 mars, on parle beaucoup de droits, d'égalité et de combats visibles, mais il y a aussi ce que l'on ne voit pas, ce qui ne laisse pas de bleu sur la peau, mais des marques profondes à l'intérieur. Parfois le silence, parfois aussi la dissociation et les violences psychologiques. Dans son livre Les cicatrices invisibles, vivre avec ce que personne ne voit, Constance Guéry met des mots sur ces blessures que l'on apprend à cacher derrière un sourire. Et Constance est aujourd'hui avec nous sur Westrack. Bonjour. Bonjour. Ça va bien ? Très bien, et vous ? Ça va super, merci beaucoup en tout cas pour ton temps. C'était important pour cette émission d'avoir des témoignages de femmes et surtout aussi d'artistes. Voilà, tu as sorti ce livre qui ne parle pas seulement de violence, il parle surtout de ce qu'on devient quand personne ne les voit. Pourquoi est-ce que c'était important pour toi de raconter l'après plutôt que les faits en eux-mêmes ? Et ben en fait, au début, comme je dis souvent, le livre ne devait pas en être un, c'était vraiment une thérapie pour moi, ça devait être des mots pour moi, pour comprendre pourquoi j'étais aussi mal après une dépression. Et en fin de compte, plus j'écrivais, et ben plus ça me ramenait dans mon passé, et ça a été extrêmement difficile. Et je me dis, tout ce que j'ai écrit, ça peut peut-être aider des femmes et des hommes aussi, parce que c'est tout le monde qui peut vivre ce genre de choses. Et pour les faire comprendre aussi les personnes qui ne nous voient pas, c'est-à-dire notre entourage et tout, que parfois on a des jugements en disant mais pourquoi tu ne l'as pas dit, pourquoi t'es resté avec cette personne. Mais je leur ai dit mais j'étais en amnésie traumatique, comment voulez-vous que je m'en rappelle, j'avais plein de symptômes, mon corps il était souvent en alerte et je ne m'en rendais même moi pas compte, même quand j'écrivais encore mon livre à ce moment-là. Et ça a été vraiment très violent, mais après je me dis que et ce livre permet d'aider les personnes qui ont vécu ça, les personnes qui vivent même actuellement en ce moment ce genre de choses et qui ne s'en rendent pas compte, et donner des informations à l'entourage et même aux personnes qui jugent, de se dire comment pense une victime, comment elle réagit. En fait, c'est ça, le livre, le lecteur va être à ma place, c'est-à-dire il va être dans mes pensées, dans mon corps et dans mes émotions. Et l'amnésie traumatique, c'est une protection du corps, du cerveau, de justement faire oublier les faits pour se protéger ? Exactement. Plus le traumatisme est violent, plus l'amnésie traumatique reste très longtemps surtout. Parce que j'ai eu plein de traumatismes différents. Il y en a où j'ai pas eu l'amnésie traumatique. Mais celle où ça a été la plus violente, je l'ai dévoilée à ma famille que 14 ans après, parce que même moi, je ne m'en rappelais pas encore. Et en fait, plus j'écrivais, et en fin de compte, d'autres faits de ce même traumatisme se faisaient en répétition, et je ne m'en rendais pas compte. Donc voilà. Tu écris que tu as appris à fonctionner malgré tout, parce que pendant ces années, il fallait avancer tout de même. À quel moment est-ce que tu comprends que survivre, c'est pas forcément vivre sa vie pleinement ? Survivre et pas vraiment vivre, c'est très difficile parce qu'en fait on se renferme. En fait on a tellement de trauma, c'est-à-dire on s'isole, on se sent encore moins bien, on a plein d'idées noires, on se sent totalement... Moi j'étais totalement déconnectée de mon corps en fait, même quand je vivais, même quand j'avançais, j'étais tellement pas bien intérieurement, mais il y a eu tellement de flashs, de cauchemars, de peurs continues, même des peurs que je n'avais pas avant tous ces traumatismes, que ça s'est évolué dans le temps. Et à un moment donné, je vivais pas, j'étais toujours en train d'aider toujours ma famille, les personnes que je ne connaissais pas, pour oublier moi-même, pour même oublier, ou parce que je ne savais pas que j'oubliais des choses. C'était mon mécanisme de défense, c'était travailler, aider les gens. Et moi, en fin de compte, je n'existais plus. C'est important de ne pas s'oublier, surtout dans ces moments-là. Exactement, mais ça, c'est quelque chose qu'on ne se rend pas compte, parce qu'on pense qu'on est comme ça en général, parce que d'origine, je suis déjà d'origine comme ça, mais là, j'étais à 1000% pour les gens, et en fin de compte, je me fatiguais, je me tuais en fait inconsciemment, je me tuais de l'intérieur parce que je dormais presque pas, j'allais à l'école, je faisais mes stages, et j'avais une demi-journée de repos, et même dans cette demi-journée de repos, je voulais toujours bosser. Je ne voulais pas dormir parce que je savais que si je dormais, j'allais faire des cauchemars.
Il y a plusieurs passages où tu parles justement de dissociation. Pour les auditeurs qui ne connaissent pas déjà ce terme, est-ce que tu peux nous l'expliquer un peu? Alors c'est cette impression de se voir de l'extérieur encore, je pense, un mécanisme de protection. Mais comment est-ce qu'on explique ça à quelqu'un qui n'a jamais vécu ce mécanisme? Parce que parfois, ils peuvent avoir cette incompréhension, en fait, puisqu'ils ne l'ont pas vécu. Moi, je ne vais pas le dire de manière médicale, même de manière de ce que j'ai vécu. C'est dans l'une de mes agressions, que je le mentionne dans le livre, dès que la personne m'a agressée, déjà, j'étais en mode statut tétanisé, j'étais figée. J'ai senti une déconnexion entre mon corps et mon cerveau. Je me suis vue à l'extérieur de mon corps et j'ai l'impression que ça a duré une éternité, alors que c'était qu'une fraction de seconde. Et on est comme dans un film, c'est au mode ralenti. Et dès que on reprend enfin son corps, et c'est encore plus violent parce que le temps de réagir est totalement difficile. Et dès que la personne a vu que j'étais en train de réagir, il est parti. Mais il y a quand même eu un temps entre je me suis fait agresser, au moment où je me suis dissociée et au moment où j'ai repris mon corps. Moi, j'ai eu l'impression que ça durait vraiment plus que des minutes ou des heures, alors que c'était juste une fraction de seconde. Mais je dis bien, c'est une des dissociations que j'ai eues. Dans la fin du livre, j'explique aussi un autre traumatisme que j'ai vécu, qui a été en fait l'ensemble du livre, en fin de compte. Et j'avais une autre dissociation qui est totalement différente. Parce qu'on peut avoir différents types de dissociation. Et celle-ci, je ne le mentionne pas totalement, c'est que quand ça s'est passé, je me sentais comme morte, en fait. C'est-à-dire que j'étais même pas au-dessus de moi. C'est comme si mon corps était là, mais moi, je n'existais plus pendant que ça se faisait. Voilà. Et il faut dire que beaucoup, j'espère que tu m'autorises ce terme, beaucoup de victimes vivent ce genre de dissociation, et c'est ce qu'on peut expliquer aussi sur ce que tu disais tout à l'heure, mais pourquoi tu n'as rien dit? En fait, parfois on ne se rend pas compte, et puis pourquoi est-ce qu'elle n'a pas réagi, cette personne? Mais parce que l'agression est telle que vraiment le corps se fige, ce que tu disais, tétanisé, et il faut bien le comprendre, et c'est ce que ce genre de livre permet de sensibiliser, c'est on ne peut pas toujours réagir. Exactement, on peut pas du tout réagir, et puis même si on réagit, qui dit que ça aurait pas été plus grave en plus, c'est ça le pire, parce que ok, c'était des agressions, mais si j'aurais réagi, peut-être que j'aurais eu d'autres coups, ou j'aurais peut-être pu être tuée. On sait pas comment la personne en face qui vous agresse, comment on va réagir, si on se défend d'une certaine manière. Parfois on se dit peut-être que le corps il a dit c'est tellement violent, là je te stoppe maintenant, je sais que ça va être difficile pour toi, mais laisse le temps que ça passe, et après tu essayes d'avancer, mais c'est super dur. Mais moi, je me rappelle, dans une de mes dissociations, il s'est passé le truc. Quand ça s'est fini, au lieu de partir, de porter plainte, voir la police, parce que j'avais pas encore la notion à 17 ans de me dire ce qui se passe, c'est pas normal, et en fait, j'ai pris mes écouteurs, j'ai écouté la musique et j'ai fait comme si ça n'avait jamais existé. Et en fin de compte, mon cerveau, il a stoppé cette partie-là. Donc c'est comme un cadran de l'heure, vous savez, vous avez l'heure qui avance et ce qui se passe la chose. Moi, mon cerveau, il a stoppé à cet instant-là, il l'a reculé jusqu'à l'instant où ça n'a jamais commencé, et donc ça me fait un effet trou noir pendant tout ce temps. Donc voilà, et c'est pour ça que à chaque fois que j'ai eu un traumatisme de ce genre, j'ai toujours eu ce mécanisme que mon cerveau, comme si c'était un disque dur, il bloquait ce passage, il le met dans un dossier, et il se dit, on reverra si tu es capable de pouvoir traverser cette chose. Et je sais bien qu'à un moment donné, mon cerveau, il l'a fait plusieurs fois, et je l'ai refoulé parce que pour moi, je dis non, je suis folle, c'est pas possible, ça m'est pas arrivé, on va pas me croire. Donc voilà. Et dans ton livre, tu parles beaucoup des silences aussi. Oui, parce que même moi, je m'en rendais pas compte. J'étais très silencieuse de tout ce que je vivais avec cette personne ou avec ce que j'ai vécu dans mes agressions d'inconnus, je dis ça. Je ne disais rien, je gardais tout pour moi, même les douleurs, même la souffrance. J'avançais dans la vie comme s'il y avait jamais rien eu. Mais c'était très difficile parce que j'avais des jours où je faisais des crises d'angoisse, il y a des jours où j'étais en transe, je mangeais plus, parfois j'étais presque, pas dire schizo, mais j'avais l'impression de voir des choses qui n'existaient pas. C'est le cerveau à un moment donné qui est tellement pris dans ce mouvement de souffrance, on a tellement d'idées noires qui arrivent et on se dit mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai des idées noires? Je suis quelqu'un qui était plutôt, qui adorait la vie, tout ça, tout ce qui était vivant, à un moment donné, moi ça me faisait plus de mal qu'autre chose. Le 8 mars, on parle souvent des violences conjugales, d'agressions physiques. C'est un peu la journée où on parle enfin de ces sujets qui sont importants. Est-ce que selon toi, on sous-estime encore l'impact des violences psychologiques et des traumas invisibles? Franchement, oui, parce qu'on en parle encore d'actualité. Il y a encore beaucoup de violences faites aux femmes, il y a encore beaucoup de féminicides et ça ne s'arrête jamais. J'ai vu une fois un documentaire qui s'appelait « Pourquoi nous détestent-ils nous les femmes ?»
qui était avec une actrice, je ne sais plus comment elle s'appelle, et il y avait une journaliste qui demandait au mari est-ce que vous êtes déjà arrivé de violer votre femme? Et les hommes des années 60-70 disaient oui, et puis si elle n'est pas contente, c'est pareil, quoi. C'est normal. C'était logique que une femme le fasse, même si elle n'était pas d'accord. Le non-consentement n'était pas encore... le consentement et le non-consentement n'étaient pas encore mis vraiment à plat à ce moment-là. Ça n'existait pas, on va dire, entre guillemets. Quand on est enfant, puis adolescente, et qu'on traverse ce genre de choses, comment est-ce qu'on construit aussi l'image de soi et est-ce qu'on finit par croire comme étant normal? C'est ce que tu disais, j'ai mis mes écouteurs, je ne savais pas que c'était pas normal. Comment est-ce qu'on construit cette notion de ce qui est normal et ce qui est une vraie agression? En fait, on se rend pas compte. En tant que victime, c'est pour nous tout ce que je vivais. La manière comment il me parle ou la manière comment il a fait la chose, je dis ça doit être normal, ça doit être comme ça le couple, ça doit être parfois un peu violent, un peu méchant, un peu. Et en fin de compte, pas du tout. En prenant du recul et à mon âge que j'ai, je dis mais non, tout ce que j'ai vécu, non. Quand j'ai dit non, il aurait dû ne pas le faire. Quand je lui disais arrête de tirer mon pantalon. Il continuait, il n'aurait pas dû le faire. Pourtant, j'ai dit plusieurs fois non. Et même à un moment donné, quand je suis fatiguée de tenir le pantalon, je le dis bien parce qu'il y a plusieurs fois, mais je le dis pas tout le temps dans le livre parce que c'est une autre manière de... En fait, mon livre, il marque à la fin le point clé de pourquoi j'ai écrit ce livre. Mais à chaque fois que je tire mon pantalon, à un moment donné, je suis épuisée de le tenir parce que je suis fatiguée. Il devrait comprendre que si je tire mon pantalon, c'est que je ne veux pas. Mais non, pour lui, c'était normal. Pour lui, c'était normal. Et je me demande, parfois, il y a des moments où je me dis, mais est-ce qu'il se rend compte de ce qu'il fait? Est-ce que c'est normal ou pas, lui aussi? Est-ce qu'il savait ce qu'il faisait? J'ai pas porté plainte de ce qui m'est arrivé avec cette personne. J'ai porté plainte que sur mes 2 agressions de 2 inconnus que je ne connaissais pas. Mais de côté de cette personne-là, j'ai pas voulu porter plainte dans le sens où, au bout de 14 ans déjà, j'ai pas de preuves. Ce sera sa parole contre la mienne. Et puis même moi, la première chose que je voulais quand j'écrivais, c'était surtout pour extérioriser et puis enlever toute cette douleur et cette colère que j'avais en moi parce que j'étais méchante envers moi-même. Je me disais que tout ce qui se passait, c'était forcément de ma faute. Donc voilà. On donne encore très peu, je trouve, la parole aux victimes et c'est pourtant des témoignages très importants. D'ailleurs, merci beaucoup d'être ici sur Westrack. Il faut aussi comprendre que porter plainte, c'est quand même difficile. On vient de vivre une expérience traumatisante, tu le disais. On se rend peut-être pas complètement compte non plus du degré de traumatisme qui va s'en suivre. Il faut aller porter plainte, expliquer la situation en détail, parfois vivre aussi des examens médicaux. Ton message aussi aujourd'hui, c'est de dire que il faut aussi un petit peu comprendre les victimes et j'ai envie de leur dire, lâcher un peu la grappe là-dessus, de leur dire mais pourquoi t'as pas porté plainte? C'est une finalité en soi, c'est important, mais c'est pas facile. Maintenant, c'est pas facile. Et puis même, on se dit, déjà, même juste aller dans le commissariat, on a honte en fait, on se sent sale. On se dit, mais déjà d'un, ils vont pas me croire, puis moi, je me sens pas bien à ma place. Et puis il y a des hommes autour de moi, parce que souvent, le métier de policier, c'est plus d'hommes que de femmes. Et même si c'était pas avec ce que j'ai vécu avec cette personne-là, mais même avec mes 2 agresseurs que je connaissais pas, même de porter plainte par rapport à eux, moi, je me sentais pas bien. Déjà, je devais résumer la veille à l'école ce qui m'était arrivé, parce que il y en a un des 2, ça s'est passé au lycée. Je devais le répéter le lendemain au commissariat, c'est douloureux. Et même l'établissement scolaire, malheureusement, n'a pas prévenu mes parents. Ok, j'étais majeure, j'étais étudiante, mais j'aurais préféré qu'ils préviennent mes parents, que ce soit pas moi qui le fasse à leur place. Et quand j'ai porté plainte, malheureusement, j'ai pas eu une demande « Est-ce que vous voulez une aide psychologique ?» On me l'a pas demandé. Donc voilà, ça a été difficile, mais je me dis après, peut-être que la police n'est peut-être pas assez formée pour aider les femmes ou les victimes en général, mais ils font quand même très bien leur travail. Moi, je dis pas le contraire. Mais moi, j'aurais aimé juste qu'on me dise, est-ce que vous voulez une aide psychologique? Même c'est pas grand-chose, même si j'aurais dit non, même si j'aurais dit oui, je me dis, au moins, on m'a écouté jusqu'au bout. Mais ils ont fait leur travail, que ce soit l'un ou pour l'autre. Le deuxième, il a été arrêté, il y a eu une procédure. Donc voilà, ils ont quand même fait un très bon travail. Mais je pense qu'il manque peut-être, parfois, de temps en temps, juste le soutien de l'aide psychologique. Un peu d'humanité. Un peu d'humanité. Ils l'ont, mais pas encore assez...
Voilà. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de discussions sur... ils avaient essayé de mettre en place une file, mais c'est compliqué aussi d'arriver au commissariat, de se rediriger vers la file violence conjugale ou agression, parce que c'est tout de suite se mettre une étiquette aussi sur le front. Donc je sais que il y avait des tentatives, mais en effet, aujourd'hui, c'est peut-être pas encore bien mis en place pour les victimes. Pour les auditeurs, auditrices qui nous écoutent, qui peuvent se reconnaître dans ces mots ce soir et qui n'ont rien dit à personne ou qui sont peut-être encore dans cette phase où ils n'analysent pas, comme tu disais, le disque, le stockage est encore dans un coin, dans un tiroir. Qu'est-ce qu'on peut leur transmettre ? Déjà, est-ce qu'il y a des questions qui peuvent se poser et puis des signes aussi où ils peuvent se rendre compte que ce n'est pas normal personne ne mérite ça et c'est important justement d'allumer une lumière dans sa tête et de se dire je peux réaliser, je peux débloquer ce qui est en train de se bloquer dans ma tête. C'est ça, et parfois débloquer, ça prend du temps, parce que parfois le cerveau il essaye de faire des tentatives pour dire attends, je te montre quelque chose qui s'est déjà passé, est-ce que tu acceptes de le voir, est-ce que tu n'acceptes pas de le voir, et parfois soit tu le refoules, tu dis non, je suis pas prête, c'est pas possible, parfois c'est des tremblements, non, je suis folle, je peux pas me permettre ça. Mais il faut se dire que ce qui se passe, que vous voyez, les flashs, les cauchemars, les sensations, les odeurs, les déjà-vus, tout ça, ce sont des signes d'alerte de choses que vous avez vécues. Mais même que vous vous rendez pas compte, même si c'était il y a des années, même si c'était juste hier ou un truc comme ça, ce sont des choses à prendre en compte. Les crises d'angoisse en est une partie. Des allergies que vous avez maintenant, que vous en aviez jamais, mais que vous avez juste quand vous êtes avec la personne. Parce que moi, c'est ce qui m'est arrivé. Juste quand vous êtes avec la personne, quand vous êtes en rapport sexuel ou tout ça, si vous avez des choses, votre corps il se bloque, même la partie intime ne donne pas de désir, c'est qu'il y a déjà quelque chose qui ne va pas. Moi, ça m'est arrivé. Je le mentionne pas dans le livre, mais je le parle en dehors du livre. Et il faut vraiment s'écouter et confiance en vous. En fait, c'est très compliqué d'avoir confiance en soi, mais écoutez-vous. Ça, c'est la chose la plus difficile parce qu'on ne donne jamais la possibilité de s'écouter. En dehors de ce livre, tu as d'ailleurs l'occasion de rencontrer les lecteurs, lectrices et de parler de toutes ces choses qui sont peut-être en dehors du livre, mais des vrais témoignages importants. Il y a eu une rencontre hier à l'espace culturel de Saint-Léonard. Oui. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais tu viens de Fécamp. Oui. Et puis, tu seras présente au Festival du Livre de Paris du 17 au 19 avril. C'est des temps de rencontre avec les lecteurs et des temps d'échange aussi importants. Exactement. Et puis, le moment pour parler et puis faire de belles rencontres et puis expliquer que les choses, que dans chaque moment les plus sombres, on peut toujours trouver une petite lumière en nous et qu'il faut toujours avancer dans cette lumière et pas aller du côté de la pénombre. Parce que la lumière, c'est ce qui nous éveille le plus et qui nous ramène à la vie, en fin de compte. Et je pense qu'on va s'arrêter sur ces mots pleins d'espoir. Merci, un grand merci Constance pour ta présence aujourd'hui, si importante. Et oui, le 8 mars, c'est le moment où on fait ce genre d'émission sur Westrack, mais il ne faut pas se limiter à cette journée pour parler de tous ces traumatismes, de ces violences. Si jamais vous en êtes victime ou que vous connaissez des personnes, il est important d'en parler et, comme on disait, être humain, tendre une main. Ce livre, Les cicatrices invisibles, vivre avec ce que personne ne voit, il est disponible, on peut le retrouver en ligne. Exactement, sur Amazon. Et puis pour ceux qui sont normands et qui viennent de la Normandie, il y a l'espace culturel de Saint-Léonard à Fécamp. Et il y a aussi les librairies Bance et Chapitre. Et peut-être bientôt dans d'autres endroits. J'essaye de voir. Merci beaucoup Constance, à bientôt. À bientôt. Un témoignage important évidemment, merci à Constance qui était notre invitée et on continue avec nos petites infos, je vous le disais en début d'émission, chacune on vous a préparé l'histoire d'une femme un peu oubliée, une invention et puis un chiffre choc aussi et c'est au tour de Mani. Mani, on t'écoute. Oui, direction l'année 1916 où la chimiste hawaïenne Alice Ball a mis au point le premier traitement réellement efficace contre la lèpre. Elle meurt à seulement 24 ans et sa découverte sera d'abord attribuée à un collègue masculin avant d'être réhabilitée des décennies plus tard. D'ailleurs, ce phénomène, t'en as déjà parlé Lucie, où un homme vole la découverte d'une femme a un nom, mais je vous en parlerai à mon tour plus en détail tout à l'heure. Et une petite invention maintenant, qu'est-ce que tu as choisi ? Alors j'ai choisi le matériau ultra résistant utilisé dans les gilets pare-balles qu'on appelle le Kevlar. Il a été découvert en 1965 par la chimiste américaine Stephanie Kohlek. Cette fibre est 5 fois plus résistante que l'acier à poids égal et sauve aujourd'hui des milliers de vies dans les équipements de protection. Et enfin un chiffre choc.
Et oui, choc, et j'ai envie de dire choc au premier sens du terme, puisque selon UN Women, une femme est tuée toutes les 10 minutes dans le monde par un partenaire ou un membre de sa famille. Cela représente plus de 140 féminicides domestiques chaque jour sur la planète. Merci beaucoup Mani. Ce sera ensuite au tour de Margot, puis au mien, de vous présenter donc ces chiffres chocs, mais aussi ces inventions et puis ces femmes oubliées. Mais avant, Margot, c'est la suite de ta chronique sur les femmes scientifiques. Tout à fait, donc comme je l'ai évoqué tout à l'heure, en ce moment, à la maison de quartier du Ramponneau à Fécamp, vous pouvez aller voir l'exposition Les Brodeuses du 8 mars qui met donc en avant des femmes scientifiques. Et en écho avec cette exposition, je vous ai parlé un peu plus tôt d'Agnodis, la première femme gynécologue. Cette histoire remonte à très longtemps car elle a vécu en Grèce antique. Alors pour ce deuxième portrait, parlons d'une femme moderne, Wangari Maathai Maathai, surnommée la femme qui plantait des arbres. C'était une biologiste, professeure d'anatomie en médecine vétérinaire, militante politique et écologiste. Wangari Maathai est élevée dans les White Highlands au centre du Kenya. Ses parents du peuple Kikuyu étaient des fermiers qui luttaient pour la subsistance de leur tribu. En 1948, grâce à la volonté de sa mère, Wangari Maathai entre à l'école primaire, alors que très peu de filles y accèdent à cette époque. Puis, elle suit des études secondaires au lycée, elle obtient son bac, puis une bourse pour continuer ses études supérieures. Et en 1964, elle devient la première femme d'Afrique de l'Est à obtenir une licence en biologie, puis un doctorat au Mount St. Scholastica College à Hutchinson, dans le Kansas. Wangari Maathai fonde en 1977 le mouvement de la ceinture verte en réaction au phénomène de déforestation et d'érosion des sols et en étroite collaboration avec les femmes des villages kényans. Car il faut savoir qu'au Kenya, ce sont les femmes qui sont chargées de collecter le bois pour alimenter le foyer et le fourrage pour les animaux. Mais avec la déforestation, ces ressources se raréfient, obligeant les femmes à parcourir des distances de plus en plus grandes. Alors ces plantations d'arbres agissent comme de véritables ceintures vertes autour des villes et des villages pour but de répondre à ce problème quotidien des femmes kenyanes. Dans les années 70-80, lors du Jour de la Terre, Maathai plante 7 arbres en l'honneur des femmes engagées donc, dans le mouvement environnementaliste kényan. Les femmes sont ensuite placées au centre de ce même mouvement et le sont encore de nos jours, restant responsables par exemple de la gestion de leurs plantations. Ce processus a permis de planter plus de 50 millions d'arbres. Maathai est une femme active aussi bien dans le domaine de l'environnement que dans celui des droits des femmes. Le 8 octobre 2004, elle reçoit le prix Nobel de la paix, puis nous quitte 7 ans plus tard des suites d'un cancer. Pour le jour de son enterrement, elle a fait le choix d'un cercueil confectionné en bambou et en fibre de jacinthe, car elle ne voulait pas que l'on coupe un arbre pour elle, preuve de son engagement le plus total. Alors en ce 8 mars, nous pensons donc fort à cette femme des arbres, Wangari Maathai. Merci Margot, peut-être qu'on devrait tous et toutes prendre un peu exemple sur cette femme. Merci pour ce témoignage. On va donc continuer cette émission. J'ai une archive de Lina sur l'année 1975 à vous faire écouter, l'année des femmes. Et puis on va poursuivre avec d'autres innovations de femmes, d'autres chiffres chocs. Restez donc avec nous. On poursuit en musique avec Feel Something de Sasha Cable sur Westrack. You don't even know my name, but you still want me, yeah. I don't wanna play your games, but you still haunt me, yeah. It might be more of the same, but when I'm lonely, yeah. I just wanna feel something, something. I just wanna feel something, something. Feels like I'm driving 95 with no lights on. No seatbelt on a terminated license. Last week I was tangled up with a python. Double back on my ex, I was trying to heal something. POV, can you picture me with your eyes closed? Trucks on coming, my head's hanging out the window. Oh, that was real close. Feel something, something. I just wanna feel.
femme. Une femme ? Femme. Et on poursuit cette émission toujours autour des femmes avec un S. Tout à l'heure, on a eu Mani et Léo qui nous ont parlé de femmes inspirantes méconnues, d'une invention proposée par une femme et puis un chiffre choc. Et c'est donc à mon tour. Alors, pour la femme inspirante méconnue, j'ai choisi Dorothée Pullinger. Peu de gens connaissent son nom et pourtant, Dorothée Pullinger fut une ingénieure pionnière dans l'automobile au début du XXe siècle. Alors que l'industrie automobile était entièrement masculine, elle conçoit dès les années 1920 une voiture pensée pour les besoins des femmes. Une innovation rare à cette époque. Elle contribue aussi à la féminisation des métiers de l'ingénierie en ouvrant des formations et en encourageant les femmes à entrer dans des secteurs techniques où elles étaient presque absentes. Je profite d'ailleurs pour rappeler que la plupart des voitures aujourd'hui ne sont toujours pas adaptées aux femmes en cas d'accident. Je m'excuse, je vais vous proposer plusieurs chiffres, mais c'est important puisque en France, en 2022, 78% des morts sur la route étaient des hommes et 88% des jeunes conducteurs tués en 2021 étaient de sexe masculin. Parallèlement, 84% des responsables présumés d'accidents mortels se comptaient parmi la gente masculine, des données qui ont tendance à faire oublier le fait que les femmes courent un plus grand risque de décès ou de blessure en cas de choc routier, et pour cause, les femmes meurent moins mais pas parce qu'elles sont mieux protégées, analyse Pierre Castaigne, ancien président d'Euro-NCPA et membre du comité des experts auprès de la CNSR, Conseil national de la sécurité routière. Voilà pour ces chiffres un peu barbares. Mais en effet, au niveau du placement des airbags, il est souvent retenu que les femmes sont moins protégées. Allez, on passe maintenant à une innovation. Elle est créée par une femme, Bleuah Louise Henry, dans le domaine des objets du quotidien. Bleuah Louise Henry, surnommée Lady Edison, fut une inventrice américaine prolifique dans les années 1930. Elle a breveté de nombreux dispositifs pratiques, de la machine à coudre sans canette au congélateur à glace sous vide, en passant par des dispositifs mécaniques innovants. Certains musées lui ont même consacré des expositions, car ses créations ont contribué à simplifier la vie quotidienne bien avant que cela soit valorisé. D'ailleurs, des objets du quotidien sont toujours inspirés de ses créations. Enfin, un chiffre choc. L'inventivité féminine reste limitée même aujourd'hui. Malgré ses parcours inspirants, la participation des femmes à l'innovation reste faible à l'échelle mondiale. En 1923, seulement environ 17,7% des inventeurs mentionnés sur des demandes de brevets internationaux étaient des femmes, contre plus de 80% pour les hommes. Au rythme actuel, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle estime qu'il faudra encore des décennies avant d'atteindre la parité dans les brevets déposés. Et oui, c'est pas un chiffre qu'on aime entendre. J'ai décidé de parler des femmes ingénieures parce que Mani a rencontré jeudi des femmes qui ont de l'avenir. Mani, tu t'es rendue au centre Coty à la rencontre de l'association FEM pour un job dating. Tu peux nous en parler un petit peu avant qu'on écoute ce reportage ? Justement, tu viens de donner à peu près toutes les infos que j'allais donner. Je pense qu'on peut s'arrêter là et tu peux lancer le reportage. Ok, alors on n'en dit pas plus et on écoute ça. Alors, je suis la présidente de l'association FEM. C'est une association qui a été créée en 2020 et j'ai eu une super idée parce que je suis aussi responsable de magasin du bruit dans la cuisine. J'ai donc décidé, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de flux clients actuellement, j'ai décidé de faire une action. L'action, c'est que le matin, on gère les femmes. Cette journée est pour les femmes. Elles seront maquillées, coiffées, préparées avec tous les responsables de magasin. Et l'après-midi, c'est un énorme job dating. Donc pendant mes pauses, j'ai été voir tous les responsables de magasins. Je leur ai dit, vous voulez des clients, vous voulez du flux client. Alors qu'est-ce qu'on va faire ? On va tout faire pour que les femmes puissent venir, parce que notre clientèle première, c'est qui ? C'est les femmes. Donc si les femmes, ils ont un budget, ils arrivent à trouver du travail, automatiquement, ils rentreront dans notre magasin et on aura du chiffre. J'ai 8 personnes qui font partie de l'asso. Et j'ai 20 personnes qui ont été par France Travail, 20 autres par mission locale. Là déjà, il y a une femme, elle a trouvé du travail. Et ça, je suis trop contente. Grâce au Pass Femme, au magasin Armand Thierry. Le Pass Femme. Le Pass Femme, c'est un pass où pendant 1 an, ils sont bénévoles de l'association FEM. Grâce à ce Pass Femme, ils vont avoir une attestation. L'attestation leur servira pour remplir leur CV. Et puis, Pass Femme, ils passent en priorité, étant donné qu'ils ont, pour le job dating, ils ont le pass. On les a coiffés, on les a préparés, donc c'est eux qui passent en priorité. Et ils ont des pourcentages par rapport au magasin de Coty.
On a d'autres actions, on fait la vente du mimosa pour le mois de mars parce que c'est la journée du mimosa. Donc je coupe mon arbre et puis on le vend pour les femmes en plus. Et pour le Noël, on offre plein de cadeaux aux enfants qui sont malheureux. Tout le temps. Et on a un site, enfin on n'a pas un site, on a un Facebook, on a LinkedIn, on a Instagram. Ils m'envoient des messages. Par exemple, ils ont des idées ou n'importe quoi, ils me disent leurs idées. Puis moi je le fais, directement je les suis quoi. Je suis Delphine Bréard, manager du cabinet Randstad Search sur toute la Normandie. Donc je pilote l'activité recrutement cadre, expert et dirigeant. Je pilote l'activité en Normandie depuis 2 ans, donc pour le cabinet Randstad Search. Voilà. J'ai été touchée par le projet. C'est au-delà de ça une rencontre de base. Le premier point, c'est ça, c'est vraiment ma rencontre avec Irène, la présidente de l'association FEM, avec qui j'ai une vraie affinité, un vrai même regard sur l'accompagnement et sur ce qu'on peut faire aussi pour aider. J'ai beaucoup donné au début de vêtements, d'accessoires. Je déménageais, donc c'était un beau moment pour faire des tris. J'ai beaucoup donné. Elle a été touchée aussi par les petites attentions et par aussi penser à d'autres personnes, à d'autres femmes qui peuvent avoir parfois des besoins. Et au-delà de ça, l'affinité a fait que mon métier pouvait aussi lui apporter une autre aide en accompagnement. Donc aujourd'hui, voilà, ma mission de l'après-midi, c'est pouvoir donner des petits conseils, des vrais tips et des vrais outils ciblés à des femmes ou hommes, parce qu'on a aussi eu des hommes sur l'après-midi qui sont soit écartés ou éloignés de l'emploi, soit qui sont en recherche ou ont des difficultés. Pour les accompagner, les coacher, leur donner des vraies clés pour les aider à réussir un entretien, à se réorienter s'ils le souhaitent. Voilà. J'ai participé à mon niveau, donc c'est vrai que Irène a été formidable parce que ça fait des mois qu'elle travaille et qu'elle a fait un énorme travail de fond à solliciter les partenaires. Moi, je l'ai un petit peu aidée pour cette préparation-là, c'est-à-dire qu'ayant la connexion aussi, le réseau normand avec les employeurs, les recruteurs et les dirigeants de la région, j'ai pu aussi lui donner des idées et des exemples de sociétés partenaires à contacter, ce qu'elle a fait, parce que plus on est et le collectif, c'est la force, donc c'est ça qui fait la réussite. Pour moi, je le vois, c'est une vraie réussite. J'ai été impressionnée du nombre de retours aussi, des partenaires, de l'intérêt aussi, on le voit. On est sollicité, moi, depuis 14 heures que je suis arrivée. J'ai beaucoup accompagné et tant mieux. Et c'est le but de notre mission, c'est que chacun, de façon très complémentaire avec nos fonctions et missions respectives, puissions apporter vraiment chacun une aide différente et un regard différent. Donc non, je pense que c'est un vrai beau succès et puis ça donne beaucoup de sens aussi à notre quotidien. Elles étaient à l'écoute, elles étaient demandeuses de conseils, des profils très différents. Évidemment, moi, je ne peux pas accueillir tout le monde, c'est-à-dire que je représente une activité quand même plutôt profil qualifié. J'ai eu plutôt des profils parfois en dessous du niveau de qualification que je recrute, mais pour autant, je leur ai quand même, et c'était important pour moi de le faire, de dire, peu importe la personne, même si elle ne correspond pas au métier que je recrute, je peux quand même lui donner un petit conseil. Et c'est ce que j'ai fait, donc elles étaient vraiment preneuses de ça. Et puis il y a d'autres événements qui vont arriver, un autre temps fort de ce qu'Irène a baptisé Une femme et un parcours. Je vais également y participer et témoigner. C'est peut-être aussi redistribuer, redonner l'aide que j'ai reçue, les mains tendues que j'ai pu avoir dans ma carrière. Et se dire, voilà, on m'a aidé, on m'a porté, on m'a encouragé, on a eu confiance en moi à certains moments donnés pour donner une autre direction ou faire avancer ma carrière. Aujourd'hui, je suis là aussi pour redonner un peu tout ça. Voilà. Parce qu'on a une devise, parce qu'on ne se reconstruit pas seul. Voilà, c'est ma devise. Moi, je me dis, on est là pour s'aider. Il faut s'aider entre femmes. Et dès qu'on s'aide, après, on passe le relais et ça continue, et ça continue, et ça continue. Tout le monde peut y arriver. Le problème, c'est que quand vous êtes une femme, vous êtes plus fragilisé qu'un homme, je pense. Bon, il y a aussi des hommes qui sont fragiles, et puis on en a accueilli aussi. Dans mon association, rien que le vice-président, c'est un homme. Il y a beaucoup d'hommes qui nous ont aidés, et même il y a des magasins, c'était 3 hommes, ils m'ont dit d'accord direct, et on veut bien participer. Donc, ils se sentent concernés. Ils se sentent concernés, et c'est beau quoi, les femmes pour aider les femmes. Ils ont peut-être aussi des fils, et ils ont leurs femmes, ils ont leur maman, donc non. Non, je pense que l'action en elle-même, ils ont vu que c'était franchement une très belle action. Je pense qu'on sous-estime la force et le pouvoir qu'ont les femmes et qu'hélas, je crois qu'on a encore un énorme chemin à faire pour que le talent et les compétences des femmes, mais aussi leur savoir-être, parce qu'on parle dans le travail et dans le marché de l'emploi d'autant de compétences que de savoir-être et de la personnalité.
Aujourd'hui, il y a encore, je pense, trop peu de femmes dirigeantes. Mais moi qui ai connu une expérience outre-Atlantique, à savoir le Canada, où on est dans une société féministe, donc je peux faire ce lien-là et cette passerelle-là, où j'ai été entourée et managée que par des femmes dirigeantes. Je suis revenue en France, ça a été un choc culturel. C'est de se dire il y a beaucoup de choses à faire et on peut s'en inspirer. De modèles, je ne vais pas dire féministes, mais de modèles qui comptent plus de femmes à la direction des entreprises. Voilà, donc il y a encore du travail si je peux contribuer avec ma petite, une certaine manière. Voilà, exactement. Ouais, c'est ça. Merci. Merci à vous. Reportage enregistré jeudi au Centre Coty, donc avec l'association FEM, Femmes, Enfants, Maman. Vous retrouvez toutes les informations sur les réseaux sociaux pour suivre leurs nombreuses actions. Et ça me permet de rebondir sur le fait que l'invité précisait, il y a encore peu de femmes dirigeantes. Eh bien moi, j'ai retrouvé une archive de l'INA sur l'année 1975, année internationale de la femme déclarée par l'ONU. Alors avant de vous faire écouter cette archive, Mani, Léo, Margot, déjà, est-ce que vous saviez que 1975 avait été nommée année internationale de la femme par l'ONU? Pas du tout. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, je savais pas pourquoi. Eh ben justement, j'allais vous demander, à votre avis, quels étaient les objectifs de cette année? Non, c'est en 73 le droit à l'avortement, la loi Veil. Non, c'est en 75. C'est possible. J'avoue que je l'ai pas en tête. Je crois que c'est en 75 ou en 73, je sais plus. En fait, l'objectif de l'année, c'était de montrer vraiment les inégalités entre les hommes et les femmes et de pouvoir le mettre vraiment sur un plan de discussion plus importante grâce à cette année internationale, et puis aussi de discuter de ce qui se passe en France, mais aussi dans d'autres pays. Je vous propose donc d'écouter cette archive et puis d'en discuter juste après et puis de voir voilà, ce que vous en pensez. L'ONU a décidé que cette année serait l'année internationale de la femme. Pourquoi cette année, à votre avis? Est-ce que c'est parce que tout d'un coup, tout le monde a pris conscience des problèmes de la situation des femmes? Non, je ne crois pas. Vous savez, chaque année, l'ONU déclare qu'il y a l'année de la population, l'année de ceci ou de cela. Cette année, les femmes, peut-être parce que c'est un peu la mode, mais pas dans le sens péjoratif du terme, c'est aussi positif que ce soit la mode. C'est vrai qu'il y a une prise de conscience de la situation des femmes, en particulier aux États-Unis, où, comme vous savez, il y a eu même des révoltes assez vives dans la population féminine. Il se trouve que le siège des Nations Unies est à New York. Par conséquent, ceux qui la dirigent y ont peut-être été particulièrement sensibles. D'autre part, c'est vrai qu'il y a eu en France un phénomène qui a été ressenti en général dans le monde entier, mais enfin l'année internationale de la femme a été décrétée avant. Je crois aussi que dans des pays en voie de développement, quelque chose se passe de ce côté-là, mais c'est probablement beaucoup moins sensible qu'en Europe ou aux États-Unis. Oui, parce qu'on ne peut tout de même pas comparer la situation des femmes dans tous les pays du monde. Les pays sous-développés, la situation n'est pas la même du tout que dans nos pays. Elle n'est pas la même du tout. On peut la comparer seulement parce qu'il y a tout de même un phénomène mondial qui est la revendication féminine vers l'égalité. C'est une des raisons pour lesquelles cette année internationale peut présenter quelque intérêt d'ailleurs. C'est précisément la comparaison entre ce qui se passe dans les différents pays de même niveau. Est-ce que justement, si les femmes s'occupaient un peu plus de politique, il n'y aurait pas une amélioration plus rapide? Les femmes ne font pas beaucoup de politique en France. Pourquoi, à votre avis? Écoutez, ça dépend ce que vous appelez faire de la politique. C'est vrai qu'en général, les femmes ne font pas beaucoup de politique. D'abord parce qu'il n'y a pas tellement longtemps qu'elles votent, et parce qu'il faut bien une génération ou deux pour se mettre à s'intéresser aux problèmes politiques. Elles ne voient pas bien le rapport qu'il y a entre ce qu'on appelle la politique et leurs problèmes concrets quotidiens. Et il y a tout de même, ce n'est pas énorme, mais enfin il y a tout de même près de 700 femmes maires en France. Il n'y en a pas encore qui soient maires d'une très grande ville, mais enfin c'est déjà un progrès. Oui, il y en a peu quand même qui ont des responsabilités importantes dans les partis politiques par exemple. Dans les partis politiques, pas du tout. Mais alors là, c'est l'attitude des hommes. Les milieux politiques ne sont pas particulièrement favorables aux femmes, encore que là, les choses aient l'air d'être en train de changer. Le fait qu'il y ait 4 femmes au gouvernement va peut-être modifier certains comportements, même pas peut-être, va certainement modifier certains comportements. Ce n'est pas un privilège que l'on laissera à M. Giscard d'Estaing, c'est bien évident. Donc là, il y a quelque chose de positif. Mais nous avons un système électoral qui n'est pas favorable à l'accession des femmes à la députation. Le système du scrutin d'arrondissement fait qu'il est très personnalisé, et quand il y a une bonne circonscription
les dirigeants politiques disent on ne va pas la donner à une femme parce qu'on ne sait jamais si elle nous la faisait perdre. Quand elle est mauvaise, on y envoie une femme, elle est battue. Et on dit vous voyez bien, quand on envoie une femme, elle est battue. Par conséquent, le système est largement responsable. La preuve en est qu'après la libération, nous avions un système différent, qu'on appelait le scrutin de liste, qu'on peut aimer ou ne pas aimer pour d'autres raisons. Mais à ce moment-là, il y a eu beaucoup plus de femmes à l'Assemblée nationale qu'aujourd'hui. C'est parce qu'il est entendu une fois pour toutes que le rôle de la femme n'est pas de nourrir les enfants, n'est pas de faire vivre le foyer. On ne sait pas très bien ce que c'est que le rôle de la femme, en dehors du fait qu'elle met les enfants au monde. Il y a donc une redéfinition de ce rôle. Et bien sûr, à travers les années et les siècles, un poids s'est créé de culture, d'habitude et de tradition. C'est cela qu'il faut essayer de changer. Mais de changer, pas parce que les traditions sont forcément mauvaises ou parce que notre culture est mauvaise, de changer parce que ça n'est plus adapté à une situation nouvelle. Qu'est-ce que c'est que l'indépendance? Ça veut dire que personne n'a du pouvoir sur vous. C'est immense comme conquête. Je ne sais pas combien de temps il faudra pour qu'elle soit faite. Je ne sais pas ce qui en résultera. Je ne sais pas si c'est forcément quelque chose qui tend vers le bonheur des uns, le malheur des autres. C'est un autre problème. Je crois qu'il y a une tentation générale des femmes de secouer l'état de dépendance dans lequel elles se trouvent. Et cela, c'est entièrement commun à toutes les femmes. Et vous croyez qu'on est en bonne voie? Je crois. Et sommes-nous en bonne voie? Voilà une archive de 1975, l'année internationale de la femme déclarée par l'ONU. Alors avant de vous laisser la parole et de voir ce que vous en avez pensé, on a pu du coup pendant cette petite diffusion vérifier pour la loi Veil dont tu parlais Mani. Donc elle a été votée en novembre 1974 et elle entre en vigueur le 17 janvier 1975. Alors cette archive de l'ENA, est-ce qu'elle vous fait réagir? Est-ce qu'elle vous questionne? Vous avez envie d'en parler, Mani, Léo, Margot? Bah, il y a encore vachement cette image de la femme au foyer. Elle dit à un moment donné, il n'y a pas encore assez de temps pour elles pour réfléchir à vraiment s'occuper de la politique parce qu'elles ont beaucoup de choses à s'occuper à la maison. Et en même temps, il y a pas mal d'idées quand même progressistes pour l'époque qui sont hyper intéressantes. Par exemple, aussi quelque chose qui m'a étonnée de me dire qu'en 1975, il y avait déjà des centaines de femmes mères en France. J'aurais jamais imaginé ça à cette époque-là, en tout cas. Et d'ailleurs, j'ai été chercher les chiffres un peu parce que moi, ça m'a questionné aussi. Aujourd'hui, combien de femmes sont mères? Et depuis les dernières élections municipales de 1920, 41,5% des élus sont des femmes, contre 39,2% à la suite des élections de 2014. Donc, il y a quand même une évolution. Les femmes gagnent lentement leur place à cet échelon de la politique locale. La parité n'est pas très loin d'être atteinte en ce qui concerne les conseillers municipaux, donc qui comptent 45% des femmes. C'est déjà... Ouais, c'est déjà bien. On peut faire mieux, quand même. Bien sûr, on peut toujours faire mieux. Mani, t'as des réactions? Ouais, moi j'ai bien aimé au début, enfin j'ai été surprise aussi lorsque, alors je sais pas si c'était l'intervieweuse ou l'interviewé, mais elle a parlé des femmes dans le monde entier en fait, on parlait des droits des femmes et très vite il y a eu la réaction de dire la place de la femme, elle n'est pas la même partout et j'ai bien aimé de rappeler ça et ce qui est encore le cas aujourd'hui, donc pareil c'est assez précurseur pour les années 70. Je trouve aussi. Léo, est-ce que tu veux partager quelque chose? Oui, bah, c'est vrai, je suis d'accord avec Mani, c'est assez surprenant qu'elle parle du monde entier, pas que de la France par exemple. Et le chiffre aussi des mères à cette époque-là, femmes, est assez importante. Je pensais que c'était beaucoup plus... qu'il y avait beaucoup plus d'hommes mères que de femmes à cette époque-là. Mais après, bon, ça prend toujours encore bien son temps pour avoir la parité. Peut-être dans 10 ans, il y aura enfin la parité entre les hommes et les femmes. On espère. En tout cas, 4 femmes au gouvernement en 1975. Est-ce que ça vous semble peu ou déjà bien pour l'époque? Peu. Ouais, c'est peu. Hein. Ouais, je trouve aussi. Ouais, carrément. Je vous invite, alors j'ai pris seulement un extrait, mais à écouter en fait l'ensemble de cette interview qui est très intéressante et qui fait un bilan un peu mitigé sur cette année de la femme. J'avais une question, l'interviewée du coup, est-ce qu'on sait qui c'est Alors j'ai pas noté son nom, mais c'est une femme politique. D'accord, okay. Justement, c'est vrai que je pourrais faire la recherche pendant le titre là, de Karen Dio qu'on va s'écouter. C'est une bonne question, Margot. Et donc on va écouter So Funny de Karen Dio. C'est une artiste qu'on aime beaucoup sur West Track qui nous vient d'Espagne. Et puis juste après,
après, on va retrouver un petit jeu, parce qu'on fait souvent des jeux quand même dans cette émission. Je l'ai appelé « Ça vous paraît normal, mais c'était interdit », avec quelques trucs interdits ou non. Ce sera à vous sur le plateau, peut-être les auditeurs aussi, de jouer et de voir si oui ou non vous pensez que c'est interdit. Et puis Mani va nous expliquer ce qu'est le Matilda Effect. Et enfin, on terminera avec les petites infos de Margot, avec à nouveau un chiffre choc, une invention et une femme oubliée. Voilà. Alors, je vous propose d'écouter cet artiste. C'est vrai qu'on l'adore sur Westrack. C'est Karen Dio et on se retrouve juste après. When I'm thinking of you, I think of how I used to love the stupid things that you do. Somehow, I thought you told me the truth, but then I realized that you're really somebody else. Oh, it's so funny how I used to think that you were the coolest thing in the world. Oh, it's so funny how you tried to use me like you tried to use the other girls. The other girls. The other girls. Now that I actually see, you didn't even care, you never gave a damn about me. It's sad, but I guess that was it. I'm not the type to waste my time with shit that doesn't exist. Good luck, hope you got what you need. And by the way, thank you for making things so easy for me. 'Cause now I'm finally free, and you can touch me, it's the best thing that I ever felt. Oh, it's so funny how I used to think that you were the coolest thing in the world. Oh, it's so funny how you tried to use me like you tried to use the other girls. The other girls. The other girls. Oh, it's so funny how I used to think that you were the coolest thing in the world. Oh, it's so funny how I was so stupid. Oh, it's so funny how I used to think that you were the coolest thing in the world. Oh, it's so funny how you tried to use me like you tried to use the other girls. Oh, it's so funny how I used to think that you were the coolest thing in the world. Oh, it's so funny how you tried to use me like you tried to use the other girls. The other girls. The other girls. Femme. 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 Vous êtes de retour dans votre émission Femmes avec un S pour cette nouvelle édition. Et puisqu'on est là pour bousculer les idées reçues, on vous propose un quiz. Avant, Margot, tu m'as posé une question avant la petite pause musicale pour nous parler de donc cette archive INA que je vous ai diffusée de 1975. Donc au micro, c'était la secrétaire d'État à la condition féminine, Françoise Giroud, interviewée par Jacqueline Collins. Donc voilà. Merci beaucoup. Et je vous invite à retrouver donc sur le site de l'INA l'archive en entier. Alors, je vous propose un petit jeu que j'ai appelé « Ça vous paraît normal, mais c'était interdit ». Alors évidemment, il y a des réponses qui sont vraies ou fausses. Je vous donne une info et vous me dites si vous pensez que c'est vrai ou faux. Et ensuite, voilà. C'est vrai qu'il y a pas mal de chiffres dans cette émission, mais c'est important aussi parce que parfois, ça nous révèle vraiment qu'on ne dit pas que des bêtises. Et ce qu'on avance a été quantifié. Alors, est-ce que porter un pantalon à Paris, il y a une dizaine d'années, c'était encore interdit pour les femmes, à votre avis ? On fait un petit tour de table. Ouais. Et puis on invite les auditeurs aussi à jouer à la maison. Qui commence ? Moi, je pense que c'est vrai, mais le piège, c'est que c'était plus sanctionné. Ah. Ouais, moi, je pense exactement la même chose. Vous saviez déjà tombé l'info. en désuétude. Bon, Léo ? Je pense aussi que c'est faux dans un sens où que c'est pas dans... il y a une dizaine d'années, mais c'était un peu plus vieux. Alors, en fait, c'est vrai. Un fameux décret du 17 novembre 1800, il n'avait jamais été abrogé officiellement. Donc, jusqu'en 2013, les femmes à Paris avaient techniquement besoin d'une autorisation de la préfecture pour porter un pantalon. Mais en effet, c'est vrai que c'était... il n'y avait pas vraiment d'amende ou autre. Vous aviez l'info ?
Vous le saviez. Ouais. J'ai commencé trop facile. J'ai commencé trop facile. Allez, on continue. Ouvrir un compte bancaire seul. Avant 1965, une femme mariée ne pouvait pas ouvrir un compte ou obtenir un crédit sans l'autorisation de son mari. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Moi, je pense que c'est vrai. Je pense que c'est vrai aussi. Je pense aussi que c'est vrai. Ok. Pourquoi vous pensez que c'est vrai ? Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? En fait, pour être honnête, j'ai entendu récemment une émission de radio qui parlait de la Redoute. Et en fait, la Redoute, ils avaient mis en place une sorte de carte, ils appelaient ça la carte kangourou, qui permettait aux femmes d'acheter à crédit. Et ça permettait vraiment aux femmes d'acheter des choses sans avoir besoin d'ouvrir un compte bancaire, sans avoir besoin d'avoir une carte bancaire, etc. Et il me semble que la Redoute, c'était donc dans les années 70-80, donc si tu parles de l'année 1965, je pense que c'est pour ça que c'est vrai. C'est vrai que du coup, ça leur donnait une liberté en plus. Et en effet, dans la plupart des pays du monde aujourd'hui, les lois n'exigent plus qu'une femme mariée obtienne l'autorisation de son mari pour ouvrir un compte bancaire ou accéder à des services financiers. Pratiquement 98% des pays garantissent l'égalité des femmes et des hommes pour ouvrir un compte et obtenir un crédit en droit. Mais quand même, dans certains pays d'Afrique ou d'Asie, des codes civils anciens exigeaient ou exigent encore la permission du mari pour que la femme puisse accomplir certains actes juridiques comme ouvrir un compte ou obtenir un crédit, même si ces lois évoluent progressivement. Des pays comme l'Iran ou l'Arabie Saoudite appliquent des règles très strictes sur la mobilité ou l'autonomie juridique des femmes, parfois y compris pour voyager ou même gérer des biens, ce qui peut aussi affecter l'accès aux services financiers ou à l'ouverture de comptes selon les législations locales. Donc on n'est pas sauvé partout et il faut encore continuer de se battre. Porter des talons trop haut. Jusqu'en 1978, les femmes auraient été interdites de porter des talons de plus de 10 cm en public. Est-ce qu'à votre avis, c'est vrai ou c'est faux ? Moi, j'ai envie de dire c'est vrai. Enfin, ça me paraît pas hallucinant. Ouais, je pense que c'est vrai aussi. Je sais pas pourquoi moi je dirais faux. Je pense aux années disco où les gens ils avaient des plateformes de zinzin et je me dis non. J'aime beaucoup tes exemples, Margot, pour essayer de resituer un peu. En effet, c'est faux, heureusement. Quand même, voilà, un minimum des choses. Prendre le métro seul après 22 heures. Est-ce que c'était faux ou vrai ? Ils n'avaient pas le droit ? Ils n'avaient pas le droit. Jusqu'en 1970. Jusqu'en 1970, prendre le métro seul après 22 heures. Non, c'était autorisé. Je pense que c'est faux, ouais. Moi, je sais pas pourquoi, du coup, moi, il y a mon esprit de contradiction qui a envie de dire que c'était vrai, mais je sais pas du tout. Et t'as un exemple cette fois-ci ? Non. Parce que c'est faux. Okay. À nouveau, c'est faux. Travailler sans autorisation du mari. Est-ce qu'il fallait une autorisation de son mari pour travailler dans les années 60, alors que les femmes avaient déjà le droit de vote ? C'est important de le préciser. Bien sûr. Oui, évidemment. Et oui, une femme mariée devait demander la permission pour travailler, signer un contrat ou même louer un appartement avant 1965. Ça revient avec l'info de tout à l'heure. Et évidemment, si une femme n'était pas mariée, il fallait qu'elle demande l'autorisation de son papa. Et oui, d'un homme. Le viol conjugal reconnu, on en a déjà un peu parlé dans cette émission et à quel point c'est important de reconnaître et d'écouter les victimes. Mais cela n'a pas toujours été le cas. En quelle année est-ce que le viol conjugal a été retenu ? Alors là, c'est pas vraiment un vrai ou faux, mais j'avais envie de vous tester là-dessus, de vous quizer. Je crois que c'était dans les années 80, il me semble, après un gros procès assez médiatisé de deux femmes qui s'étaient fait justement violer pendant leurs vacances, quelque chose comme ça, je crois. J'ai plus la date exacte. Okay. Léo, tu veux tester ? J'aurais dit 1985. Ok, à peu près dans ces zones-là. Ouais. Mani ? 1900... Ouais, pareil. Ouais, je vais dire 86 comme ça. Ok. Eh ben, vous êtes pas très loin. Jusqu'en 1990, le viol entre époux n'existait pas juridiquement. Et moi, je me demande, est-ce que ça vous choque à quel point c'est proche des années 2000 ? Alors, dans vos chiffres, on est presque là, mais on est quand même dans les années 80. 90, moi, j'avoue que ça m'a quand même choqué. Ouais. Surtout que voilà, on n'a pas tous et toutes le même âge, mais on est tous nés à peu près dans ces eaux-là. C'est quand même proche de nous, de ce qu'on a connu. Ouais. Mais ça me fait penser aussi à une archive que j'avais vu il y a quelques temps sur YouTube où en fait pareil, même principe, c'est un micro-trottoir et il me semble que la question conductrice c'est violez-vous votre femme, et vraiment la plupart des hommes me répondent sans vergogne bah oui quand elle est pas sage, enfin c'est terrible.
Oui, et c'est normal d'ailleurs. Oui, c'est vrai que c'est une archive à retrouver aussi sur l'INA. On aurait pu la diffuser dans cette émission, mais c'est vrai que c'est assez choquant. On poursuit donc avec notre petit quiz. Écoutez du rock'n'roll. Est-ce que, vrai ou faux, jusqu'en 1965, il était déconseillé pour les femmes d'écouter du rock'n'roll car ça incitait à danser un peu trop librement? À votre avis? Moi, j'ai envie de dire oui. Je sais pas exactement quand est-ce que c'est la Beatlemania, vous savez, quand les filles devenaient complètement dingues devant les 60, Beatles. ouais. Mais ça, je sais que, pareil, elles ont été pas vraiment réprimées, mais elles ont été un peu rappelées à l'ordre parce qu'elles étaient trop en folie pendant les concerts, donc pareil, ça m'étonnerait pas. Ouais, pardon, excuse-moi Mani, pareil avec Elvis. Elvis Presley, ouais. D'ailleurs, j'en profite pour rebondir, c'est une chose qui est toujours d'ailleurs un peu contradictoire, c'est que les hommes ont le droit d'adorer le foot et si son équipe perd, d'aller crier dans la rue, hurler, casser sa télé. Par contre, une femme qui est fan d'un groupe ou de quelque chose et qui l'exprime, elle est folle, elle est les femmes toujours des gamines, toujours trop investies dans... Et je trouve que ça le fait aussi. Et puis maintenant, les Beatles, voilà, si tu écoutes les Beatles, c'est cool. Surtout si tu es un homme. Mais en effet, la Beatlemania, c'était des femmes qui étaient fans, tout simplement. Mais les hommes qui étaient fans, eux, étaient dans la retenue et étaient corrects pour la société. Donc du coup, qu'est-ce que vous me dites? Moi, j'ai dit que c'était vrai, ça m'étonnerait pas. Ok. Ouais, vrai aussi. Eh ben non, c'est faux. Quand même. On avait le droit de danser un peu le rock'n'roll, un minimum. Mais en fait, c'est parce que t'as dit c'était déconseillé. Donc ça, ce serait pas étonnant que sur tous les médias français, on en parle et on dise attention les femmes. Pas trop danser quoi. Subtile. Sache Mani que je mets des petits pièges dans mes jeux quand même pour essayer. Super. Voilà, il faut qu'il y ait un petit peu de challenge. Surtout que j'ai vu que vous étiez assez forte au début. La contraception interdite. Alors, à nouveau, c'est plutôt une question, je vous quiz sur l'année, mais en quelle année a été autorisée la contraception en France, à votre avis? Assez tard, je dirais. Ok, t'as envie de tester une... J'irais dans les alentours de 1990, 1995, je dirais pas. Ok. Moi, je dirais plus tôt quand même. Je dirais peut-être entre 60 et 70, les années 70 peut-être, début des années 70. Ok. Mani? Moi, je vais dire entre les deux, j'ai 80. Ok, on n'est pas à ce point-là quand même. C'est Margot qui a plutôt raison. C'est la loi Neuris de 1967 qui autorise la contraception et avant c'était illégal. Et donc évidemment 1967 c'est quand même assez tard, mais ça va, on n'est pas non plus... Là vous avez été un peu catastrophe sur le coup. Ouais. Enfin, conduire une voiture, là je précise, c'est plutôt en Arabie Saoudite. Est-ce que, à votre avis, ça a été limité ou est-ce que ça l'est toujours d'ailleurs? Il me semble que ça l'est toujours. Elles n'ont pas le droit. Ok. Alors, jusqu'en 2018, les femmes ne pouvaient pas conduire en Arabie Saoudite. Eh bien, c'est vrai. Pour le coup, puisque la situation mondiale n'est pas la plus joyeuse pour les femmes et les minorités de genre, surtout quand on voit que 2 élus républicains des États-Unis voulaient condamner l'avortement à la peine de mort dans le Tennessee. J'avais envie de vous parler aussi un petit peu de ce qui se passe dans le monde, parce qu'on parle beaucoup de la France. Et c'est vrai que c'est un sujet qu'on ne peut pas éviter. Donc en effet, jusqu'en 2018, les femmes ne pouvaient pas conduire en Arabie Saoudite une voiture. 2018, là c'est le chiffre le plus proche de nous. C'était il y a moins de 10 ans, quoi. Ça vous choque, ce genre de chiffre? Bien sûr, ouais. Se dire qu'il y a un truc tout simple de se déplacer on veut, c'est interdit. Une liberté simple, dont nous on jouit, mais c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que beaucoup de femmes n'y ont pas accès. Merci pour vos réponses. Je vois que l'année prochaine, mon quiz devrait être un peu plus dur parce que vous êtes pas mal quand même. On va poursuivre avec Mani cette fois-ci. Tu vas nous parler du Matilda Effect. On en a un peu parlé dans cette émission, mais qu'est-ce que c'est exactement ? Si je vous demande de citer des scientifiques célèbres, vous allez probablement penser assez vite à quelques noms. Einstein, Newton, Pasteur ou peut-être encore Tesla. Mais si je vous demande maintenant de citer 5 femmes scientifiques, l'exercice devient souvent plus difficile. Ce n'est pas seulement un problème de mémoire collective, c'est principalement causé par ce que l'on appelle l'effet Matilda. Ce terme a été proposé au début des années 90 par l'historienne américaine des sciences Margaret W. Rossiter. Elle désigne par là un phénomène bien documenté, la tendance à minimiser ou à attribuer à des hommes les découvertes réalisées par des femmes.
Pour élaborer cette idée, Rossiter s'appuie sur un concept plus ancien, l'effet Mathieu, formulé dans les années 60 par le sociologue Robert K. Merton. Selon lui, dans la recherche scientifique, la reconnaissance a tendance à se concentrer sur les personnes déjà célèbres. En gros, ce fameux Robert nous dit qu'on donne encore plus de crédit à ceux qui ont déjà la réputation. Margaret, elle, remarque de son côté que ce phénomène est encore plus marqué quand il s'agit de femmes. Elle parle donc d'effet Matilda, en hommage à la militante féministe du 19e siècle, Matilda Joslyn Gage, qui dénonçait déjà le fait que les inventions et les découvertes des femmes étaient souvent attribuées à des hommes. Et les exemples ne manquent pas. Prenons la chimiste et biologiste Rosalind Franklin. Dans les années 1950, ces images obtenues par diffraction des rayons X jouent un rôle déterminant dans la découverte de la structure de l'ADN. Pourtant, lorsque le prix Nobel est attribué en 1962, il récompense 3 hommes, Watson, Crick et Wilkins. Rosalind, décédée 4 ans plus tôt, reste longtemps dans l'ombre de cette découverte majeure. Autre cas célèbre, l'astrophysicienne Jocelyn Bell Burnell. En 1967, alors qu'elle est doctorante, elle détecte pour la première fois les pulsars, ces étoiles à neutrons qui émettent ces signaux radio extrêmement réguliers. Mais le prix Nobel de physique 1974 est attribué à son directeur de thèse, et pas à elle. Et l'histoire remonte encore plus loin. Au VIe siècle déjà, la médecin italienne Trotula de Sarlène rédige un traité sur les maladies des femmes qui devient une référence en gynécologie dans toute l'Europe médiévale. Pendant des siècles pourtant, certains historiens ont préféré penser que ces textes avaient été écrits par des hommes. L'idée qu'une femme puisse enseigner la médecine à l'époque paraissait tout simplement inconcevable. Tous ces cas d'effet Matilda nous montrent que l'invisibilisation des femmes dans la science n'est pas seulement une question d'injustice individuelle. Elle a aussi des conséquences très concrètes. Moins de reconnaissance, moins de modèles et parfois moins de vocation. Car si les jeunes filles ne voient presque jamais de femmes scientifiques dans les livres d'histoire ou dans les manuels scolaires, il devient plus difficile pour elles de s'imaginer à leur place. Reconnaître l'effet Matilda, ce n'est pas seulement corriger une erreur historique. C'est aussi comprendre que l'histoire des sciences a longtemps été racontée comme une galerie de grands hommes, où les femmes apparaissent rarement. Pourtant, elles étaient là, dans les laboratoires, dans les observatoires, dans les universités, parfois comme collaboratrices et parfois comme pionnières. Leurs noms ont simplement été effacés, oubliés ou remplacés. Rendre visibles ces scientifiques féminines aujourd'hui, ce n'est pas un geste symbolique, c'est rééquilibrer le récit et rappeler que le savoir n'a jamais été une affaire de genre. Parce qu'en science comme ailleurs, la mémoire collective n'est jamais totalement neutre. L'égalité ne consiste pas à ajouter quelques noms de femmes dans les marges de l'histoire, elle consiste à réécrire l'histoire telle qu'elle s'est réellement produite. Et parfois, cela veut simplement dire rendre aux femmes ce qui leur appartenait déjà. Merci de m'avoir écoutée. Merci Mani en tout cas pour cette explication autour du Matilda Effect. Et comme tu le disais, ces femmes, elles étaient là, elles sont là. Et d'ailleurs, Margot va conclure cette émission avec une femme oubliée, une innovation et un chiffre choc. Exactement, on a tous donc préparé 3 infos et c'est à mon tour maintenant de vous partager celles que j'ai choisies. D'abord, comme femme méconnue entre guillemets, j'aimerais vous parler de Claudie Aigneret. C'est une astronaute et c'est surtout la première femme française à être allée dans l'espace. Son premier vol remonte à il y a 30 ans, en 1996. Et on a entendu parler d'elle récemment dans l'actualité, car il y a 3 semaines, Sophie Adno a quitté la Terre en direction de l'ISS, la station spatiale internationale, et elle est donc devenue la 2e femme française à aller dans l'espace. Claudie Aigneret a donc évoqué à quel point elle était fière de Sophie Adno, et naturellement aussi le lien fort qui les unit. En même temps, dans un milieu où la femme est sous-représentée, il faut savoir se serrer les coudes. Allez, on va quitter la France maintenant pour aller aux États-Unis, car je vais vous parler d'une femme qui a changé la face du monde, Mary Anderson. Elle a inventé les essuie-glaces, un objet auquel on ne prête plus attention, mais quand il tombe en panne, c'est là qu'on se rend compte de l'importance majeure qu'il a. Mary Anderson a eu l'idée de cette invention en 1903 lors d'une visite à New York en plein hiver. Les pare-brises
étaient tous glacés, tous embués, et elle a observé que les conducteurs étaient donc obligés de conduire en sortant la tête par la vitre. Il fallait alors une solution à ce problème. Au départ, à commande manuelle, les essuie-glaces deviendront automatisés en 1951. Ils ont été certes popularisés par l'entreprise Cadillac, mais tout part bien d'une femme et de son inventivité. Merci donc Marie Anderson. Puis maintenant, on va finir par un chiffre choc. Je suis désolée, c'est assez dur à entendre, mais 1 homme sur 4 en France pense qu'il faut être violent pour se faire respecter. C'est juste vraiment horrible. Ces formes de violence, ce sont le résultat de normes et de traditions sexistes ancrées dans nos sociétés patriarcales qui bafouent le droit des femmes, les droits des femmes. Alors tous les jours, et encore plus en cette journée du 8 mars, continuons la lutte. Merci beaucoup Margot. Et oui, pendant cette fin de journée, peut-être en prenant votre voiture, pensez à ces femmes qui n'ont pas encore le droit complètement de conduire, ou à ces essuie-glaces qu'on utilise quotidiennement, surtout en ce moment au Havre, et qui ont été inventées par une femme, ou peut-être à cette machine à coudre, à cet effet Mathilda. Voilà, des choses importantes, et je le disais en début d'émission, ce n'est pas qu'en ce dimanche 8 mars qu'il faut y penser. Les femmes se battent jour après jour, et sur Westrack, c'est vraiment l'une de nos missions. Merci en tout cas à vous trois d'être passés au micro. C'était un plaisir d'entendre vos chroniques et d'en apprendre autant sur ces femmes. Et voilà qui conclut donc notre émission spéciale Femmes avec un S. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. C'était merveilleux, merveilleux. C'est un beau mot, merci beaucoup. Donc merci à Margot, Mani et Léo, et bien sûr à nos 2 invités, Juliette Auguel et Constance Guéry. Et puis à vous, auditeurs, auditrices, pour votre écoute. Rendez-vous juste après avec Salut de Suzanne pour se quitter. Et n'oubliez pas donc, le droit des femmes se raconte tous les jours. Mais bien sûr, on se donne rendez-vous l'année prochaine pour une autre émission Femmes avec un S. Très belle soirée. Tu vas au boulot, tu marches seul. À la hauteur du H&M, y'a un type qui gueule. Salut bonne meuf, t'es vraiment très charmante. Tu sais, je te mangerai pour le 4 heures. T'es si appétissante, je te ferai pas la bise, mais si tu veux, on peut baiser. Moi, les petites meufs comme toi, j'en ferai qu'une bouchée. Pourquoi tu marches plus vite? Je t'ai pas agressé, je t'ai même fait des compliments. Tu pourrais au moins t'arrêter. Comment ça, t'as pas le temps? Et t'es pas célibataire, tu sais. Moi, je suis pas jaloux, viens dans mon lit, ça va te plaire aussi. Faut arrêter de te plaindre. Là, tu l'as bien cherché. T'as une jupe tellement courte, même pas besoin de la soulever. Les filles comme toi, c'est dangereux. Pire que le mal incarné. Et c'est moi que l'on accuse de me comporter en chimpanzé. Souffle, serre les dents, comme d'hab, tu te tais. Souffle, sois prudente, marche sur le trottoir d'à côté. T'es une pouffe, c'est devenu courant de l'entendre 3 fois par journée. T'as un hume, peut devenir violent si tu donnes pas le vrai. Bats-toi fillette. T'es au boulot dans la réserve, tout le monde est parti manger. Le patron t'appelle dans son bureau. 2 minutes pour discuter. Salut Caro, aujourd'hui t'es ravissante. J'aimerais t'inviter à dîner un soir où ma femme est absente. Ouais, je sais que t'as un mec, mais ça c'est pas gênant. Ton joli décolleté me dit que t'es plutôt partante. On pourrait faire ça ici, tout le monde est parti. Ça fait longtemps qu'on se connaît, tu vas quand même pas refuser. De toute façon si tu dis non, moi j'entendrai un oui. Tu diras que je suis con, je plaiderai ton hystérie. Tu serais pas la première à passer sous mon bureau. Les filles comme toi font moins les fières quand elles veulent garder leur boulot. Alors maintenant tu vas te taire, t'en diras pas un mot. Si tu veux garder ton salaire pour nourrir tes marmots. Souffle, serre les dents, comme d'hab, tu te tais. Souffle, sois prudente, marche dans le couloir d'à côté. T'es une pouffe, c'est devenu courant de l'entendre 3 fois par journée. Un gentil peut devenir méchant, faut pas croire au Disney. Bats-toi fillette. T'es enfin chez toi, tu te poses sur le canapé, t'allumes l'ordi,
t'as un message instantané. Et salut l'ami, c'était vraiment très sexy. On pourrait faire connaissance, je cherche un plan pour la nuit. Quand j'ai vu ton profil, je suis tombé direct amoureux. Du coup je t'envoie une toffe de moi, ma tub et un cœur bleu. Ce que j'ai le plus aimé chez toi, c'est ton regard de chienne qui attendrait de bouffer depuis au moins une semaine. Je suis sûre que t'es du genre à dîner étoilé, mais moi je payerai même pas pour des nems à volonté, parce que t'en vaut pas la peine. De toute façon t'es comme les autres. J'ai vu que t'avais lu, mais bien sûr tu fais la morte parce que tu te crois au-dessus. Tu t'es pris pour Rihanna quand je serai en bas dans ta rue. On verra ce que tu feras. Souffle, serre les dents comme d'hab. Tu te tais, souffle, sois prudente. Marche dans le couloir d'à côté, t'es une pouffe. C'est devenu courant de l'entendre 3 fois par journée. Un gentil peut devenir méchant.